Madame la ministre, on poursuit veuille. nos échanges avec la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour finir la question que j'avais commencé à poser tout à l'heure, est-ce que les ESSAD pourront, oui ou non, appliquer le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés directement sur leur facture? Et si oui, à partir de quelle date? OK. En fait, on est vraiment en train de regarder ça. La volonté, puis ce qu'on fait avec le regroupement, c'est de voir le processus, comment tout ça pourrait s'appliquer pour que ce crédit d'impôt puisse être appliqué un peu comme on le fait avec les RPA, dans le fond. Le crédit d'impôt maintien à domicile est traité à la base par les équipes administratives des RPA pour que ça ait un effet, là, dans le fond, immédiat sur le coût de leur logement ou leur coût de leur service. Puis on se dit, bien, pourquoi les ESSAD ne pourraient pas faire ça? Ça permettrait qu'un plus grand nombre d'aînés puissent utiliser ce crédit d'impôt de maintien à domicile qui est quand même en augmentation à chaque année. Là. On est quand même très heureux de ça. Il est de plus en plus utilisé. Mais oui, les ESSAD ont la capacité de le faire. On a commencé à avoir des discussions aussi du côté de la RAMQ. Ça serait, je le dis parce qu'ils sont ici aujourd'hui, ça serait quelque chose qui serait faisable. On peut espérer que ce soit cette année parce que là, c'est la 3e étude des crédits où on en parle. Puis vous aviez autant de motivation l'année dernière. Alors, est-ce qu'on peut penser que ce sera fait durant l'exercice financier? Bien, écoutez, je l'espère. Je ne peux pas m'engager que ça va être fait dans le prochain mois, mais je vous dis qu'on est en discussion. On est en train de réviser la politique nationale de soutien à domicile. Le réseau des ESSAD est un partenaire de premier plan. Il faut regarder les coûts de ça, l'impact, la mécanique, l'ajustement avec la RAMQ. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire comme ça du jour au lendemain. Merci. Il y a beaucoup d'ESSAD au Québec. Je vais passer à la question suivante. Alors, dans le plan budgétaire, il y a 71 millions cette année et l'année prochaine, et ça tombera à 33,9 millions les 3 années suivantes pour élargir la vaccination auprès de clientèles vulnérables. Ma question, le Zona sera gratuit à partir de quel âge cette année? Est-ce qu'on va couvrir plus de personnes? Et quels seront les critères pour le vaccin contre le VRS pour qu'il soit gratuit, s'il vous plaît? Okay. Je peux débuter, mais si vous permettez, je peux laisser la parole aussi au Dr. Luc Boileau, qui est le sous-ministre. Pour laisser la parole au Dr. Boileau. Oui, pour obtenir les pour données la réponse, précises, oui. Merci. Une question brève, s'il vous plaît, Dr. Boileau. Est-ce que vous commencez? Question non, de réponse. Alors, je dois me présenter, Luc Boileau. Merci. Le directeur national de la santé publique, sous-ministre adjoint aussi. Donc, il y avait 2 questions, Madame la Présidente, je comprends bien. La première sur le Zona. Alors, le Zona est vous le savez, est une maladie qui je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a une vaccination qui est proposée et qui est offerte gratuitement à toutes les personnes qui, sur des spécificités d'immunosuppression, mais particulièrement aux personnes âgées de plus de 75 ans. Donc, c'est un programme qui est mis de l'avant depuis l'année passée, l'autre année précédente plutôt, mais depuis l'année passée, c'est le 75 ans et plus. Et pour les couvertures, nonobstant le fait que c'est bien expliqué à toute la clientèle, on est rendu à à peu près à 30 de couverture des personnes de 75 ans et plus. Donc, ils ont accès à ce vaccin-là qui se donne en 2 doses et qui était disponible déjà pour les personnes avant. Donc, certaines en auront bénéficié. Et voici où nous en sommes, si je réponds bien à la question. Je pourrais passer au VRS, mais je peux attendre. Oui, bien, donc ça ne descendra pas à 70 ans cette année. Ça reste pour les 75 ans et plus. En fait, la proposition qu'on a faite, soutenue par le Comité d'immunisation du Québec, c'est de continuer cette année avec le 75 ans et plus et de permettre une couverture plus large. Donc, il y a encore beaucoup de clientèle qui peut venir. Okay. Et on retardera peut-être. En fait, c'est le gouvernement qui décidera, mais si c'est retardé, c'est pas retardé, c'est replacé à l'année prochaine. Peut-être, là, je ne sais pas, on verra comment les couvertures évolueront. Et le VRS, à partir de quel âge? Le VRS, c'est une couverture qui est... En fait, c'est un nouveau vaccin, hein, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui a une efficacité différente. Ce n'est pas un vaccin qu'on va avoir besoin d'obtenir toutes les années. Donc, on a un avantage, c'est qu'il y a eu un coût cette année, bien sûr, mais ça va durer probablement 2 ans, peut-être plus. Là. Il y a des études qui doivent être faites pour voir la longévité de ça. Pour l'instant, toute la couverture, c'est faite pour toute personne en CHSLD ou en RI-SAPA qui était plus âgée de 60 ans. Donc, c'est surtout pour les personnes âgées vulnérables et les personnes en RPA qui avaient une catégorisation un peu plus lourde,
style catégorie 4 ou 3 ou 4 plutôt. Et ça a été offert à toute la clientèle. Et ça devrait être la même chose pour l'année qui vient. Merci beaucoup. Alors, une autre question maintenant pour la ministre. Vous avez ordonné la tenue d'une enquête au CHSLD La Prairie en lien avec des actes de maltraitance. Est-ce que cette enquête est terminée? Bien, en fait, concernant le CHSLD La Prairie, oui, il y a eu différents événements. Il y a eu une enquête qui a été faite. Il y a eu un plan d'action qui a été mis en place. J'ai eu l'occasion d'aller moi-même visiter le CHSLD La Prairie. J'ai rencontré les directeurs, les intervenants, des employés. Donc, ils avaient tout un processus là, pour améliorer leurs services. Et le plan est en cours actuellement. Ça concernait beaucoup la formation des employés, la sensibilisation. Il y a eu des mesures disciplinaires qui ont été prises avec différents groupes de personnes. Et donc, ils suivent leur plan, puis ils sont en train de redresser la situation. Et aux dernières nouvelles, la personne qui avait dénoncé la situation abominable qui avait lieu à ce CHSLD avait toujours pas été réintégrée, était en congé de maladie. Est-ce que c'est normal? Bien, écoutez, c'est difficile pour moi de rentrer là, dans la situation médicale d'une personne. Je n'ai pas tout le détail de cette situation, de cette personne, si elle est en congé de maladie. Je sais qu'elle n'a pas réintégré, mais je ne suis pas au courant là, des détails de la gestion de ce dossier par les équipes ressources humaines ou les équipes cliniques là-bas. Merci. Maintenant, on pourrait dire qu'il y a un embouteillage dans l'hébergement de longue durée avec 3100 personnes environ qui attendent une place en CHSLD ou en maison des aînés, environ 5000 personnes qui attendent une place en RI et autour de 17 000 qui attendent un premier service à domicile. Alors, ça fait environ 25 personnes qui sont en attente de services ou d'hébergement. Quelle part du plan québécois des infrastructures va aux infrastructures qui sont destinées aux aînés? Je parle des CHSLD, les maisons des aînés, les ressources intermédiaires et même, en fait, non, je reviendrai à l'autre question sur un autre point, mais quelle part du PQI va aux infrastructures là, qui sont destinées aux aînés? Mais écoutez, il y a une part importante. Hein. D'abord, je veux quand même mentionner, il y avait une première phase en lien avec l'hébergement au Québec, qui était la phase 1 des maisons des aînés. Donc, au total, 46 maisons des aînés. Il y en a 41 qui sont inaugurées au moment où on se parle, qui sont occupées à près de 90 %. Donc, on va continuer à livrer cette première phase-là. Il y a aussi 19 CHSLD, parmi les plus vétustes au Québec, qui ne sont pas rénovables, si je peux prendre ce mot-là, qu'on va reconstruire et on va en profiter pour ajouter des places aussi selon les besoins de la population dans chacun des secteurs. Je veux quand même mentionner qu'avec le vieillissement de la population, il y a une pression importante sur les demandes d'hébergement. Et les efforts qu'on a faits en lien avec le PQI, que ce soit pour la phase 1 MDA, la phase 2 qui est en cours en lien avec les MDA, puis une phase 3 que je suis en train d'examiner pour voir comment on pourrait développer 5000 autres places supplémentaires. Alors, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler, mais je veux quand même mentionner que malgré le vieillissement de la population, notre nombre de places d'hébergement est quand même en diminution. Alors, année après année. Alors, c'est quand même important de le voir. C'est vrai qu'il y a trop de monde qui sont en attente d'hébergement. Ils devraient être acheminés dans un lieu le plus rapidement possible. Mais il reste que tous les efforts qu'on a faits avec l'ouverture des maisons des aînés, plus de 3000 places au moment où on se parle, ça aide. La phase 2 aussi va aider. Et la phase 3. Merci. Mais alors, je ne m'attendais pas à un mot comme « importante » quand je demandais quelle part, mais je m'attendais plus à un chiffre. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre-là. Et vous avez mentionné 19 CHSLD en reconstruction parce qu'ils étaient en trop mauvais état pour les rénover simplement. Est-ce que parmi ces 19-là, les 8 qui ont été mis sur la glace la semaine dernière, est-ce qu'ils sont inclus dans les 19 ou ce sont 8 en plus des 19? Dans ceux qui ont été repoussés dans le temps, ils font partie des 19, effectivement. D'accord. Puis pourquoi ils sont remis dans le temps? Parce que les coûts sont
vraiment prohibitif. Donc, il faut que certaines personnes retournent à la planche de dessin. Donc, et vous le savez, je vais donner l'exemple des îles de la Madeleine, où les coûts pour la maison des aînés l'année passée avaient explosé. On a décidé de ne pas faire de maison des aînés aux îles de la Madeleine. On va, par contre, répondre aux besoins d'hébergement des aînés aux îles de la Madeleine. On va faire la même chose pour ces cas-là qu'on a repoussés. Ils ne sont pas retirés. Ils sont repoussés dans le temps qu'on examine les situations. Maintenant, est-ce que vous allez fournir les fonds qui sont requis par la mission Unité Aînée pour procéder à la phase 2 du projet pour construire 1000 unités de logement à faible coût, finalement, pour les aînés à faible revenu? Je sais que c'est dans le dossier de votre collègue en habitation, mais comme c'est pour les aînés, est-ce que vous avez cette réponse-là? Oui, bien en fait, vous savez que oui, c'est ma collègue de l'habitation qui fait le suivi concernant les 10, maintenant 11 RPA par unité aînée. Quand vous dites fournir ce sont pas des coûts, RPA, ce sont des... En fait, ce sont... C'est que ils ont déjà la phase 1 qui est faite, les 10 plus 11, ils demandent une autorisation de faire une 11e grâce aux économies qu'ils ont réalisées. Maintenant, ils demandent, c'est un 235 millions de plus pour faire une phase 2 pour 10 nouvelles bâtisses. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire ou non? Écoutez, je peux prendre le portefeuille. Ce portefeuille-là est sous la responsabilité de ma collègue ministre responsable de l'habitation, mais si vous voulez mon opinion, je suis favorable. Merci. Maintenant, le fonds de suppléance comprend 50 600 000 $ pour pérenniser le financement de l'harmonisation des CHSLD publics et privés. Alors, ma question, quand on parle du financement de l'harmonisation, est-ce que ces 50 millions sont vraiment pour le processus d'harmonisation? Ça finance le processus d'harmonisation. Qu'est-ce que ça comporte exactement? Est-ce qu'on a la fiche là-dessus? Bon, le conventionnement, vous savez que c'est un engagement de notre gouvernement. Si vous pouvez me sortir la fiche, s'il vous plaît. Alors, c'est donc, on est au moment où on se parle à 20 CHSLD privés qui sont conventionnés. On en a 7-8 autres qui sont en négociation. Et donc, vous voulez avoir une réponse sur le financement? Bien, c'est que le fonds de suppléance comprend 50 millions pour pérenniser le financement de l'harmonisation des CHSLD publics et privés. Donc, si c'est pour pérenniser le financement de l'harmonisation, est-ce que c'est 50 millions que ça coûte juste pour procéder à l'harmonisation? Puis comme il y a un nombre quand même limité de CHSLD privés à conventionner, pourquoi ce financement-là doit être pérennisé? En fait, le 50 millions, là, ce qu'on me dit, c'est pour compléter les conventionnements. Il y a la composante administrative, la composante clinique, la composante immobilière, etc. Là, c'est assez complexe, les conventionnements. Donc, ce 50 millions est pour compléter le processus et l'exercice de conventionnement. Merci. Maintenant, justement, il y en a déjà 15 qui font face, 15 qui ont CHSLD privés conventionnés qui font face à un manque à gagner, dont 3 qui sont des OBNL, puis 2 qui sont nouvellement conventionnés. Comment vous expliquez que 2 nouvellement conventionnés sont déjà en déficit, ont déjà des difficultés financières? Bien, le conventionnement, c'est extrêmement complexe. On est en ajustement. Alors, donc, vous le savez, là, il y en a donc 3 qui ont été en projet pilote, 5 qui ont été annoncés et réalisés, qui vont très bien. Alors, il y en a quelques-uns qui sont en difficulté, qui sont en accompagnement. Alors, on est en train d'examiner la situation. Le conventionnement est maintenant sous la responsabilité de Santé Québec. Donc, là aussi, on s'assure de faire le suivi avec la collaboration étroite de Santé Québec. C'est un objectif qui est prioritaire pour Santé Québec aussi. Alors, donc, on va de l'avant. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y en a juste un, je crois, qui a été conventionné cette année, d'après les informations qu'on avait dans le cahier? Oui, mais il ne faut pas voir ça comme ça parce que c'était jusqu'en janvier, alors qu'on en a conventionné là, 7 ou 8 dans les derniers mois. Alors, donc, 15 CHSLD, en fait, là, ont reçu une offre globale en 24-25. Merci beaucoup, Madame la ministre.